Le jour de mes 25 ans, ma sœur m'a tendu une boîte emballée avec un sourire narquois. À l'intérieur se trouvait une photo retouchée de ma fiancée morte, entourée de flammes, avec les mots « Ah, elle est morte en train de pourrir en enfer » affichés dessus. Voyant mon choc, ma sœur a éclaté de rire tandis que je commençais à pleurer. Ma mère a froncé les sourcils et m'a dit « C'est du passé, alors sois un homme. Si tu n'arrives pas à t'en remettre, tu n'es plus notre fils. » Alors que j'essuyais mes larmes et que je sortais, mon père m'a crié « Voilà la femme de la relation. » Sous les rires de tous. C'était il y a 5 semaines. Ce matin, ils ont fait irruption chez moi, me suppliant frénétiquement d'arrêter, car ce que je venais de commencer détruisait leur vie. Vous savez ce qu'on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid? Eh bien, je viens de servir la mienne à 0 degré, et voir la vie de ma famille s'effondrer a été plus satisfaisant que je ne l'aurais jamais imaginé. Revenons en arrière. Il y a 5 semaines, pour mon 25e anniversaire, ma sœur Emma m'a tendu une boîte emballée avec ce petit sourire narquois au visage. Le genre d'expression qui aurait dû être mon premier avertissement. Ce regard prédateur qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance lorsqu'elle s'apprêtait à faire quelque chose qui me rendrait malheureux. Et elle était absolument ravie. À l'intérieur se trouvait une photo retouchée de Sarah, ma fiancée décédée, avec des flammes numériques bon marché léchant son beau visage et les mots « Ah, elle est morte en train de pourrir en enfer » défilés dessus en Police Comic Sans. Parce qu'apparemment, même dans la cruauté, ma sœur n'a aucune classe. Voyant le choc me frapper le visage comme un coup de poing, Emma a éclaté de rire. Pas un gloussement, pas un ricanement. Des larmes débordantes coulaient sur son visage, comme si elle venait de prononcer la chute du siècle au lieu de profaner la mémoire de la femme que j'étais censé épouser. Le son résonnait sur les murs de la salle à manger, me parvenant de toutes parts, jusqu'à ce que j'aie l'impression que le rire venait de l'intérieur de mon crâne. Je sentais les larmes monter avant que je puisse les retenir. Sarah était partie depuis 8 mois. Un conducteur ivre l'avait embarquée un mardi soir pluvieux, alors qu'elle rentrait chez elle après son service d'infirmière à l'hôpital pour enfants. 8 mois de thérapie, à réapprendre à respirer, à me reconstruire lentement pour devenir un être humain. 8 mois à me réveiller chaque matin en me rappelant sans cesse qu'elle n'était plus là, qu'elle ne serait jamais là, que la maison jaune avec sa véranda panoramique que nous avions imaginée ne verrait jamais le jour. Et ma propre sœur venait de mettre un terme à tous ces progrès. Ma mère, assise au bout de la table de la salle à manger, les bras croisés, cette expression familière de désapprobation gravée sur son visage comme des rides indélébiles, me regardait avec un dégoût absolu. C'est le passé, alors sois un homme. Si tu n'arrives pas à t'en remettre, tu n'es plus notre fils. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie, juste et étouffant. 25 ans d'anniversaire, de matin de Noël, de genoux écorchés, de contes pour dormir et de fières photos de fin d'études, et elle était prête à tout gâcher parce que j'avais eu l'audace de pleurer l'amour de ma vie. Parce que je ne pouvais pas simplement appuyer sur un bouton et prétendre que perdre Sarah était comme perdre un poisson rouge. J'ai essuyé mes larmes du revers de la main, sentant le sel piquer ma peau, et je me suis dirigé vers la porte. Le parquet craquait sous mes pieds. Le même parquet sur lequel j'avais appris à marcher. Sur lequel j'avais couru avec Emma pendant mes parties de chat perçante, enfant. J'avais fait les 100 pas en attendant les dates de bal et les lettres d'admission à l'université. Maintenant, chaque pas me donnait l'impression de m'éloigner de tout ce que j'avais connu. La voix de mon père me suivait comme un couteau dans la colonne vertébrale. Et voilà la femme de la relation. Toute la pièce a éclaté de rire à nouveau. Le gloussement de hyène d'Emma. L'aboiement aigu et amusé de maman. Le rire rauque de papa. Même mon oncle Géry, qui sirotait tranquillement sa bière dans un coin et n'avait pas prononcé un mot de la soirée, trouva soudain sa voix pour se joindre au chœur des moqueries. Le son me poursuivit jusqu'à ma voiture, semblant s'amplifier au lieu de s'estomper à mesure que je m'éloignais de la maison où j'avais grandi. Je rentrais chez moi dans un silence complet, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Les rues familières de ma ville natale défilaient floues à travers mes larmes, je ne parvenais pas à m'arrêter. Chaque feu rouge était une petite torture, me forçant à rester immobile tandis que les voix résonnaient dans ma tête. Chaque virage me rappelait les promenades en voiture avec Sarah, nous montrant les maisons que nous aimions, planifiant notre avenir dans un endroit qui nous avait semblé si sûr et accueillant quelques heures plus tôt. En l'espace de 5 minutes, ma famille m'avait montré combien je comptais peu pour eux. Combien Sarah comptait peu pour eux. Même si tout le monde lui avait souri et l'avait serré dans ses bras lors des réunions de famille, même si maman l'avait aidé à choisir mes cadeaux de Noël,
même si papa avait déjà commencé à appeler sa fille et à parler de ses petits-enfants avant que l'accident ne me vienne en aide. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement à fixer cette horrible photo jusqu'à ce que ma vue se brouille et que mes yeux brûlent. Le visage de Sarah déformé par un logiciel de retouche bon marché en quelque chose de monstrueux. La femme qui laissait des petits mots dans ma boîte à lunch avec des blagues horribles et des cœurs dessinés dans les marges. La femme qui pleurait pendant les publicités pour la nourriture pour chiens et insistait pour que nous fassions des dons à tous les refuges pour animaux qui nous envoyaient du courrier. La femme qui voulait 3 enfants dans une maison jaune avec une véranda panoramique et avait déjà choisi des prénoms pour les enfants que nous n'aurions jamais. Son sourire sur cette photo profanée était le même qu'elle avait arboré lors de notre premier rendez-vous. Nerveux et beau, et complètement inconscient qu'elle regardait l'homme qu'elle allait épouser. C'était le même sourire qu'elle avait eu lorsque je l'avais demandé en mariage sur la plage au coucher du soleil. L'écrin tremblait dans mes mains lorsqu'elle a dit oui avant même d'avoir fini de poser la question. Ce même sourire, enfermé à jamais dans un cercueil 8 mois plus tôt, alors que j'étais assis au premier rang d'une église, tenant la main de sa mère, essayant de comprendre comment quelqu'un d'aussi plein de vie avait pu disparaître. Et c'est à ce. Acheté pour plaisanter, avec des grelots et des lumières LED. Sarah endormie sur mon canapé, recroquevillée avec un livre toujours ouvert sur ses genoux, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. J'ai étalé les photos sur mon lit et je les ai vraiment regardées pour la première fois depuis les funérailles. Dans chaque image, elle souriait, riait ou me regardait avec un amour et une acceptation si complets que cela m'a coupé le souffle. C'était ce dont ma famille s'était moquée. Cette femme belle, compliquée, généreuse qui m'avait aimé exactement telle que j'étais et qui m'avait donné envie d'être meilleure que moi. Ils avaient pris sa mémoire et l'avaient transformée en quelque chose de laid parce qu'ils ne supportaient pas de me voir honorer ce que nous avions ensemble. Ils avaient été menacés par un amour plus profond et plus authentique que tout ce qu'ils avaient vécu dans leur propre relation. Alors, ils ont essayé de le diminuer en faisant une blague. Mais je pourrais l'honorer correctement maintenant. Je pouvais choisir de me souvenir de la vraie Sarah plutôt que de la caricature qu'ils avaient créée. Je pouvais choisir de vivre d'une manière qui l'aurait rendue fière, même si cela impliquait de m'éloigner de personnes qui partageaient mon ADN, mais pas mes valeurs. Sarah m'aurait encouragé à pardonner à ma famille, à trouver un moyen de reconstruire ses relations sur une base plus saine. Elle avait toujours cru que les gens pouvaient changer, que l'amour pouvait surmonter la douleur, que les familles valaient la peine de se battre pour elles, même lorsqu'elles vous décevaient. Mais Sarah croyait aussi aux limites, au respect de soi, au fait de ne pas laisser les autres vous traiter d'une manière qui diminue votre valeur. Elle aurait voulu que je me protège de ceux qui voyaient mon amour pour elle comme une faiblesse, qui traitaient mon chagrin comme un divertissement, qui exigeaient que je gagne leur acceptation en devenant quelqu'un que je n'étais pas. Sarah m'avait aimé pour qui j'étais exactement, émotive, sensible, profondément loyale, parfois trop confiante pour mon propre bien. Elle ne m'avait jamais demandé de changer ces aspects fondamentaux de moi-même pour mettre les autres plus à l'aise. Le dernier rire ne venait pas de la vengeance que j'avais exercée sur ma famille, même si cela avait certainement été satisfaisant, à sa manière froide. Le dernier rire, c'était ce moment, assis au soleil, entouré de photos de la femme que j'avais aimée, choisissant l'espoir plutôt que la haine et la guérison plutôt que la vengeance. C'était décider que leur opinion de moi importait moins que la mienne, que leur vision de la famille était inférieure à celle que je pouvais construire avec des gens qui se souciaient vraiment de mon bien-être. Sarah aurait préféré cette fin à l'alternative. Et pour la première fois depuis sa mort, ce qu'elle aurait aimé lui semblait plus important que ce que les autres pensaient. J'ai pris une de mes photos préférées. Sarah dans son jardin, la joue tachée de terre et un large sourire aux lèvres, montrant les tomates qu'elle avait réussi à faire pousser malgré ce qu'elle appelait le « pouce noir de la mort » et souriant. Un vrai sourire pour la première fois depuis des semaines. Demain, je commencerai une nouvelle vie. J'appellerai David et commencerai à nouer une relation avec le frère que j'ignorais avoir. Je reprendrai une thérapie et m'efforcerai de gérer mon deuil de manière plus saine. Je contacterai des collègues qui avaient fait preuve de gentillesse envers moi et je commencerai peut-être à nouer des amitiés en dehors du travail. J'honorerai la mémoire de Sarah en devenant la personne qu'elle avait imaginée en moi, plutôt que l'homme colérique et vengeur que j'étais temporairement devenu. Mais aujourd'hui, j'allais m'asseoir devant ces photos et me remémorer toutes les raisons pour lesquelles je l'avais aimée. Aujourd'hui, j'allais faire mon deuil comme il se doit, sans que personne ne me dise que je prenais trop de temps ou que j'éprouvais trop d'émotions. Aujourd'hui, j'allais m'autoriser à la regretter sans honte ni excuse. Et ce fut comme les plus sincères retrouvailles familiales depuis des années. La matinée s'étendait devant moi, pleine de possibilités et de paix. De l'autre côté de ma fenêtre, le monde continuait son rythme habituel du samedi.
Mais dans mon appartement, quelque chose de fondamental avait basculé. La prison des attentes des autres avait enfin été libérée, et j'étais libre de devenir qui je voulais être. Sarah aurait été fière de ce choix. Et au final, c'était la seule opinion qui comptait vraiment. Moment là que quelque chose en moi s'est tu, très. Le chagrin était toujours là. Il serait toujours là, mais il était désormais rejoint par autre chose. Quelque chose de froid, de patient et de totalement concentré. Ma famille avait choisi d'instrumentaliser ma douleur, de transformer mon amour pour Sarah en plaisanterie pour leur divertissement. Ils avaient franchi une ligne si fondamentale qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas de pardon, pas de dîner de famille où l'on fait comme si de rien n'était. Ils voulaient voir à quoi je ressemblerais quand je cesserais d'être le fils discret et complaisant qui absorbait leur cruauté et revenait sans cesse. Parfait. Ils allaient avoir droit à une leçon magistrale et découvrir qui j'étais vraiment. Voyez-vous, ma famille n'a jamais vraiment prêté attention à ce que je faisais dans la vie. Un métier d'informatique. Maman racontait cela à ses amis d'un geste dédaigneux, comme si je réparais des imprimantes pour gagner ma vie. Papa me traitait d'employé de bureau avec la condescendance qu'il réservait à ceux qui, selon lui, ne contribuaient en rien au monde. Un jour, Emma m'a présenté à une soirée comme mon frère, le nerd qui répare le Wi-Fi, puis m'a ignoré pendant le reste de la soirée pour flirter avec des types qui ne savaient pas épeler le mot « cybersécurité », même si leur vie en dépendait. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, trop occupés à me rejeter, c'est que je suis spécialiste en cybersécurité pour l'un des plus grands cabinets de conseil du pays. Pas le genre à aider les grands-mères à récupérer leurs mots de passe Facebook ou à expliquer aux dirigeants pourquoi ils ne devraient pas cliquer sur des liens suspects dans leurs emails. Le genre à être interpellé lorsque des entreprises du Fortune 500 découvrent que leurs données les plus sensibles ont été compromises par des pirates informatiques financés par l'État. Le genre à témoigner devant des commissions parlementaires sur la guerre numérique et l'espionnage industriel. Le genre de personne qui sait exactement comment les miettes numériques sont créées, suivies et effacées. Le genre de personne capable de détruire une vie sans jamais quitter son appartement ni enfreindre la moindre loi. J'ai commencé avec Emma, car c'est elle qui tenait la boîte, avec un sourire narquois en me tendant cette abomination. Ma chère petite sœur, directrice régionale pour une chaîne de boutiques haut de gamme appelée Luxe Lifestyle, qui venait de se fiancer avec son petit ami d'université, Marcus, après une demande en mariage qu'elle diffusait en direct à ses 8000 abonnés Instagram, qui était si fière de sa présence impeccable sur les réseaux sociaux et de son score de crédit parfait qu'elle faisait la leçon aux autres membres de sa famille sur le personal branding lors des dîners de fête. Emma vivait sa vie comme un livre ouvert, ce qui faisait d'elle la cible la plus facile que j'ai jamais rencontrée professionnellement. Elle documentait chaque aspect de son existence sur 17 plateformes de réseaux sociaux différentes. Des stories Instagram sur son latar du matin aux publications LinkedIn sur son parcours de leader, en passant par les vidéos TikTok de sa routine soin du soir. Elle avait connecté chaque aspect de sa vie numérique comme une toile d'araignée complexe. Il ne me restait plus qu'à trouver le fil conducteur pour faire s'effondrer toute la structure. Il m'a fallu exactement 4 heures pour cartographier son empreinte numérique complète. Emma, comme la plupart des gens de son âge, n'avait jamais pris la peine de comprendre les paramètres de confidentialité ni la sécurité des données. Ses services de localisation étaient activés partout. Ses photos étaient automatiquement sauvegardées sur des services cloud avec des autorisations de partage par défaut. Ses comptes de réseaux sociaux étaient liés à sa messagerie électronique, qui était elle-même liée à ses comptes bancaires, eux-mêmes liés au système de son employeur via le portail de l'entreprise auquel elle accédait depuis ses appareils personnels. Elle avait en quelque sorte rédigé un manuel d'instructions détaillé pour détruire sa propre vie, puis l'avait remis à quelqu'un possédant les compétences techniques nécessaires pour suivre ses instructions à la lettre. J'ai commencé petit à petit, en tâtant le terrain avec des désagréments mineurs qui pouvaient être expliqués par une coïncidence ou un coup de malchance. J'ai notamment transmis des informations anonymes au siège de son entreprise concernant des comportements suspects sur les réseaux sociaux de la part de l'équipe de direction, avec des captures d'écran de ses critiques envers ses clients dans des groupes de discussion privés qu'elle croyait sécurisés. Des preuves qu'elle utilisait les ressources de l'entreprise pour des projets personnels, imprimait des faire-part de mariage sur l'imprimante du bureau, utilisait la réduction de l'entreprise chez des commerçants partenaires pour des achats personnels, menait des activités annexes depuis sa messagerie professionnelle. Rien d'illégal, juste assez pour que ses employeurs commencent à s'interroger sur son professionnalisme et son jugement. Le genre de questions qui n'entraînent pas de licenciement immédiat, mais qui conduisent à un examen plus approfondi, à une réduction de responsabilité et à l'exclusion de promotion. Puis je suis passé à sa vie privée, où j'ai trouvé une mine d'or. Marcus, son fiancé adoré,
qu'il avait demandé en mariage avec une bague plus chère que la plupart des voitures, la trompait depuis des mois. Non pas avec une seule femme, mais avec 3 femmes différentes rencontrées sur des applications de rencontres qu'il n'avait jamais pris la peine de supprimer de son téléphone. Je l'ai découvert 20 minutes après avoir accédé à sa messagerie mal sécurisée. L'homme utilisait Marcus 123 comme mot de passe pour tout, y compris sa messagerie professionnelle au cabinet comptable où il était soi-disant trop occupé pour des dîners romantiques avec Emma à cause des exigences de la période des impôts. Je n'ai pas provoqué cette infidélité. Je me suis juste assuré qu'Emma la prenne de la manière la plus publique et humiliante possible. Des messages anonymes sur son groupe Facebook d'organisation de mariage, accompagnés de captures d'écran des conversations tendres de Marcus avec ses complices, expliquant qu'il restait avec Emma uniquement pour la stabilité financière jusqu'après le mariage. Des photos de lui avec d'autres femmes, mystérieusement apparues sur les photos taguées d'Emma lors de sa fête de fiançailles, accompagnées de commentaires anonymes lui demandant si elle savait que son fiancé étudiait ses options. La beauté de la destruction sur les réseaux sociaux, c'est qu'une fois rendue publique, une information prend vie. Les amis et les abonnés d'Emma ont commencé à creuser plus profondément, à trouver davantage de preuves, à partager leurs propres soupçons et observations. En 48 heures, la section commentaires de ces photos de fiançailles était devenue un procès public, Marcus étant le défendeur et Emma la plaignante malgré elle. La confrontation a eu lieu lors de ce qui était censé être leur dîner romantique dans le luxueux restaurant français où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Marcus avait réservé une salle à manger privée, probablement pour limiter les dégâts dans un cadre qui empêcherait Emma de faire une scène. Au lieu de cela, il est tombé dans une embuscade. Emma avait imprimé toutes les captures d'écran, tous les profils de rencontres, tous les reçus d'hôtel que j'avais fournis anonymement. Elle les avait disposés sur la table comme des preuves au tribunal, chaque morceau de papier et chaque clou planté dans le cercueil de leur relation. D'après l'amie survivante qui avait tweeté la rupture depuis le bar du restaurant, la voix d'Emma était si forte que d'autres clients filmaient à travers les portes vitrées du salon privé. Marcus a tenté de prétendre qu'il avait été piraté, que quelqu'un essayait de détruire leur relation, que les preuves étaient fabriquées. Mais j'avais soigneusement documenté ma situation, et Emma avait été minutieuse dans sa préparation. Elle avait même appelé l'une de ses petites amies, qui a confirmé non seulement la liaison, mais aussi les plaintes de Marcus concernant Emma, qui était collante et ennuyeuse au lit. Les fiançailles étaient terminées avant même l'arrivée du dessert. Emma a posté une story Instagram depuis les toilettes du restaurant, le mascara ruisselant sur son visage, avec la légende suivante, quand tu découvres que ton fiancé pense que le polyamour signifie mentir au lieu de communiquer. En 1 heure, elle avait été partagée des milliers de fois, accompagnée du hashtag Marcusier, que ses amis et collègues ont commencé à utiliser. Mais ce n'était que l'entrée en matière. Le plat principal est arrivé lorsque j'ai découvert le petit stratagème d'évasion fiscale d'Emma. Ma sœur avait toujours eu l'esprit d'entreprise et, au cours des 3 dernières années, elle avait monté une activité secondaire de vente de vêtements vintage sur Instagram et Facebook Marketplace. Elle avait commencé modestement, achetant des pièces dans des friperies et des ventes immobilières, puis s'était progressivement tournée vers la consignation haut de gamme et les collections privées. Ce qui n'était au départ qu'un hobby était devenu une activité légitime, générant près de 40 000 $ de revenus supplémentaires par an. Des revenus qu'elle sous-déclarait au fisc d'environ 70%. Emma pensait être astucieuse en créant plusieurs comptes PayPal et Venmo pour répartir les transactions sur différentes plateformes. Elle acceptait les paiements en espèces dès que possible et encourageait les clients à utiliser des modes de paiement plus difficiles à suivre. Elle avait même utilisé sa réduction employée chez Lux Lifestyle pour acheter des articles qu'elle revendait ensuite à leur valeur marchande. Elle empochait la différence tout en déduisant le prix d'achat réduit comme frais professionnels. Les traces écrites étaient nombreuses et accablantes, des dépôts bancaires qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés, des publications sur les réseaux sociaux montrant des stocks et des ventes qui n'étaient pas reflétées dans ses déclarations de revenus, des avis et témoignages de clients qui dressaient le portrait d'une activité bien plus vaste que ce qu'elle avait déclaré au gouvernement. J'ai compilé le tout dans un rapport complet, recoupé avec les informations publiques issues de ses comptes sur les réseaux sociaux et de ses registres d'entreprise. Je l'ai ensuite transmis à l'IRS, au fisc de l'État et au comité d'éthique de Lux Lifestyle. L'enquête a progressé plus vite que prévu. Le fisc a été le premier à contacter Emma, lui demandant des justificatifs pour les dépenses professionnelles qu'elle avait déduites de revenus qu'elle n'avait jamais déclarés. L'IRS a suivi dans la semaine, et son employeur a lancé une enquête officielle pour abus potentiels d'avantages sociaux. Emma a tenté de prétendre l'ignorance, insistant sur le fait qu'elle pensait que son activité secondaire était trop petite pour nécessiter une déclaration détaillée.
mais les preuves démontraient un schéma de tromperie délibéré s'étalant sur 3 années fiscales, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées pour dissimuler les revenus et gonfler les déductions. Le genre de schéma qui suggérait une fraude intentionnelle plutôt qu'un simple oubli. En 2 semaines, Emma avait perdu son emploi, son fiancé, et attiré l'attention de plusieurs agences gouvernementales qui enquêtaient sur elle pour fraude fiscale et fraude salariale. Sa vie Instagram parfaite s'est transformée en ville fantôme tandis qu'elle tentait de gommer les preuves du style de vie qu'elle ne pouvait plus se permettre. Les vêtements de marque, les dîners coûteux, les week-ends dans les vignobles, tout cela a disparu de sa présence sur les réseaux sociaux tandis qu'elle engageait avocats et comptables pour l'aider à gérer les conséquences juridiques de ses choix. Elle est retournée vivre chez ses parents, la queue entre les jambes, demandant à qui voulait l'entendre comment sa vie avait pu s'effondrer si vite. La même femme qui se moquait de mon chagrin et me traitait de faible pleurait maintenant à qui voulait l'entendre combien il était injuste que ses erreurs soient scrutées de si près. Je n'éprouvais rien à la voir souffrir. Aucune satisfaction, aucune culpabilité, juste un vide glacial là où vivait ma compassion pour elle. Elle avait choisi de transformer ma douleur en divertissement. Et maintenant, elle découvrait ce que c'était que d'être l'objet du jugement et de l'amusement des autres. Papa était le suivant sur ma liste. Et à bien des égards, il était la cible la plus satisfaisante de toutes. Robert Bob Patterson, directeur des ventes chez Patterson Toyota. Aucun lien de parenté, malgré ce qu'il laissait supposer, membre apprécié de la communauté, diacre à la première église méthodiste, entraîneur de la Ligue de baseball des jeunes depuis 8 ans. Pilier de la société, celle de la terre. Le genre d'homme qui prononçait des discours lors des remises de diplômes de lycée sur l'intégrité et le travail acharné. Qui dirigeait la prière avant les repas communautaires, qui était toujours le premier à se porter volontaire lorsque les familles du quartier traversaient des épreuves. Et aussi, comme je l'ai découvert, qui détournait des fonds du fonds de construction de l'église et entretenait une liaison avec sa secrétaire depuis 3 ans. Papa s'est toujours cru très doué en technologie, changeant ses mots de passe tous les 2 ou 3 mois, utilisant différentes variantes de notre adresse d'enfance et du nom de jeune fille de maman. Il pensait que supprimer son historique de navigation signifiait effacer ses traces numériques. Il pensait qu'utiliser l'ordinateur de l'église pour ses courriels personnels le rendait introuvable. Il m'avait même fait des sermons sur la sécurité sur Internet à plusieurs reprises, me mettant en garde contre l'usurpation d'identité et les arnaques en ligne, tout en menant ses propres activités illégales avec la maîtrise numérique d'un adolescent. Il avait tort sur toute la ligne, et son excès de confiance le rendait incroyablement négligent. Le détournement de fonds était presque comiquement évident une fois que j'ai eu accès au système financier de l'église. Papa était trésorier du fonds de construction depuis 5 ans, un poste de confiance qui lui donnait un pouvoir discrétionnaire sur les dépenses liées au projet d'agrandissement de l'église. La congrégation collectait des fonds pour une nouvelle salle de réunion. Et papa avait détourné une partie des dons importants vers ses comptes personnels par le biais d'une série de fausses factures et de paiements en double. Un don de $10 000 était déposé sous le nom de $9 000, les $1 000 manquants étant destinés aux frais administratifs qui finissaient dans la poche de papa. Les paiements légitimes des entrepreneurs étaient dupliqués, un second paiement étant versé sur des comptes gérés par papa. Les matériaux de construction étaient commandés à des prix exorbitants auprès de sociétés écrans créées par papa, la marge lui revenant directement. Pendant plus de 3 ans, il avait volé près de $47 000 à une congrégation qui lui faisait entièrement confiance. Cet argent, censé servir à créer un espace pour les réceptions de mariage, les événements communautaires et les programmes pour enfants, avait en réalité servi à financer la double vie de papa. Cette liaison était presque plus accablante que le vol. Papa couchait avec Jennifer Walsh, la secrétaire de l'église, dans des motels répartis à travers 3 comtés depuis 3 ans. Cette même Jennifer, mariée à Dave Walsh, le pasteur bénévole de l'église, depuis 15 ans. Cette même Jennifer qui enseignait à l'école du dimanche et organisait le spectacle de Noël annuel, et qui avait été l'une des amies les plus proches de maman jusqu'à ce que papa décide de détruire une autre famille par son égoïsme. Les preuves étaient partout, une fois que j'ai su où chercher. Des reçus d'hôtel débités sur la carte de crédit de l'église pour des conférences ministérielles qui n'existaient pas, remboursement de frais kilométriques pour des déplacements à la rencontre de donateurs potentiels, qui se sont avérés être Jennifer, dans divers lieux romantiques. Relevés téléphoniques montrant des milliers de SMS et d'appels entre papa et Jennifer pendant les heures de culte, souvent pendant que maman préparait le dîner pour son mari censé travailler tard pour le Seigneur. La preuve la plus accablante provenait de la sauvegarde cloud de Jennifer, qu'elle avait été trop négligente pour sécuriser correctement. Photos d'elle et papa dans des situations compromettantes prises dans les bureaux de l'église après les heures de culte.
capture d'écran de leurs conversations textuelles où ils évoquent non seulement leur liaison, mais aussi leur projet de détourner l'argent du fonds de construction pour financer une nouvelle vie ensemble une fois qu'ils auraient économisé suffisamment pour quitter leurs conjoints respectifs. Papa avait promis à Jennifer qu'il déménagerait en Floride une fois le fonds de construction atteint son objectif, utilisant l'argent volé pour repartir à zéro dans un endroit où personne ne connaissait leur histoire. Ils avaient prévu de détruire 2 familles et de voler toute une congrégation juste pour pouvoir jouer à la maison dans une résidence pour retraités. J'ai tout rassemblé dans un dossier numérique bien rangé, classé par catégorie, avec des échéanciers clairs et des documents financiers. Puis je l'ai envoyé anonymement au conseil paroissial, aux concessionnaires et à tous les membres du club de lecture de maman, avec des copies au journal local du bureau du procureur. Papa disait toujours que la vérité finissait toujours par éclater. Il avait absolument raison, même s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle éclate si complètement et si publiquement. Le scandale a secoué notre petite ville comme un tremblement de terre. Papa a perdu son emploi chez le concessionnaire dans les 24 heures suivant la publication des preuves. Apparemment, les employeurs n'apprécient pas que des adultères détourneurs de fonds représentent leurs entreprises auprès de la communauté. Le conseil paroissial a convoqué une réunion d'urgence et a voté à l'unanimité sa destitution de tous ses postes et son interdiction d'accès aux biens de l'Église. La Ligue de baseball des jeunes l'a suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie sur ses finances. Le journal local a publié l'histoire en première page. Un diacre de l'Église a été arrêté pour détournement de fonds et scandale d'adultère. La photo de profil de papa, avec ses cheveux clairsemés et son expression choquée, me fixait depuis tous les kiosques à journaux et supérettes de la ville. L'article détaillait non seulement les délits financiers, mais aussi la liaison, les emails de planification entre le père et Jennifer, ainsi que l'impact sur les 2 familles concernées. Dave, le mari de Jennifer, demanda le divorce en moins d'une semaine, emmenant leurs 2 enfants adolescents chez ses parents à l'autre bout de la ville. Les enfants, qui avaient grandi en pensant que leur père était comme un second père pour eux grâce à l'Église, savaient maintenant qu'ils détruisaient leur famille en se faisant passer pour leur mentor spirituel. Maman dut affronter l'humiliation de découvrir que ses amis étaient au courant de la liaison bien avant elle. Le club de lecture racontait l'amitié étroite de papa avec Jennifer depuis des mois, mais personne ne voulait être porteur de mauvaises nouvelles. Maintenant, tous se sentaient coupables d'avoir gardé le secret et s'en voulaient d'avoir été mis dans cette situation par l'égoïsme de papa. Les accusations criminelles tombèrent quelques jours plus tard, vol qualifié, fraude, manquement à une obligation fiduciaire, des accusations passibles de prison et qui suivraient papa à vie. L'homme qui m'appelait la femme de notre relation pleurait maintenant à la télévision locale, implorant le pardon d'une communauté qui lui avait fait entièrement confiance. Pourtant, je n'éprouvais aucun sentiment en voyant sa chute. Au contraire, j'étais impressionné par ma propre efficacité à rendre justice à la situation de mon père. Il avait passé sa vie à se forger une réputation de leader moral tout en étant secrètement exactement le genre de personne contre laquelle il prêchait. Il m'avait traité de faible de pleurer la femme que j'aimais, alors qu'il trahissait celle qu'il avait promis d'honorer et de chérir pour le meilleur et pour le pire. Maman était la cible la plus délicate, car elle avait toujours été plus prudente avec ses secrets. Linda Patterson, parfaite mère de famille de banlieue, avait passé des années à cultiver une image de respectabilité et de supériorité morale. Elle jugeait les autres familles du haut de son perchoir lors des réunions de quartier, désapprouvait les femmes divorcées à l'épicerie et s'assurait que tout le monde sache combien ses enfants réussissaient. Enfin, combien Emma réussissait. Bref, on me décrivait généralement comme une personne douée en informatique, sur un ton qui laissait entendre que j'étais à peine fonctionnel à l'âge adulte. Toute l'identité de maman était construite autour du fait d'être meilleure que les autres. Meilleure mère, meilleure épouse, meilleure chrétienne, meilleure voisine. Elle faisait du bénévolat auprès des bonnes associations caritatives, participait aux bons événements sociaux et défendait les bonnes opinions sur les questions communautaires. C'était la femme que les femmes appelaient pour organiser des collectes de fonds, adresser une pétition au conseil scolaire ou coordonner des programmes de surveillance de quartier. Mais tout le monde a des secrets, et les mères étaient particulièrement dévastatrices car elles contredisaient directement l'image qu'elle avait passé des décennies à se forger. Il m'a fallu 3 semaines d'enquête minutieuse pour découvrir la faiblesse de maman, enfouie dans des échanges de courriels et des dossiers d'adoption datant d'il y a 15 ans. Avant notre naissance à Emma et moi, maman était enceinte d'un autre enfant, un enfant qu'elle avait donné à l'adoption sans en parler à papa, lui disant qu'elle avait fait une fausse couche à 12 semaines et qu'elle avait besoin de temps pour faire son deuil. Cette grossesse était le résultat d'une liaison que maman avait eue pendant une période particulièrement difficile de son mariage avec papa. Ils avaient été séparés pendant 6 mois quand j'avais 2 ans,
ce que je n'avais jamais su car il nous l'avait soigneusement caché, à Emma et moi. Durant cette séparation, maman s'était rapprochée de son amour de lycée, qui avait récemment divorcé et était revenu vivre en ville. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, maman a dû faire un choix, dire la vérité à papa et anéantir toute chance de réconciliation, ou abandonner l'enfant et reconstruire son mariage sur des mensonges. Elle a choisi le mensonge, organisant une adoption privée par l'intermédiaire d'une association caritative catholique et convainquant papa qu'elle avait fait une fausse couche d'un bébé qui était le sien. La famille adoptive, les Henderson, vivait dans un état voisin et avait accepté une adoption semi-ouverte. Maman les avait contactés de manière sporadique au fil des ans, envoyant des cartes d'anniversaire et des photos de classe d'Emma et moi à un petit garçon prénommé David à qui on avait dit que sa mère biologique l'aimait, mais qu'elle n'était pas capable de s'occuper de lui. David Henderson avait maintenant 26 ans, un architecte prospère vivant à Chicago, ignorant totalement que ses parents biologiques habitaient à moins de 300 mètres de lui et qu'il avait 2 demi-frères et sœurs qui avaient grandi dans la famille qu'il avait abandonnée. L'adoption avait été clôturée légalement. Mais maman avait violé cet accord à plusieurs reprises au fil des ans, veillant toujours à ce que papa ignore ses contacts continus avec l'enfant qu'elle avait donné pour sauver son mariage. La chaîne de courriels était longue et déchirante. Maman décrivait nos réussites, Emma et moi, à la mère adoptive de David, partageait des photos de nos remises de diplômes et de nos anniversaires, posait des questions sur l'évolution et les réussites de David. Elle menait une double vie depuis plus de 20 ans, jouant les grands-mères à distance pour un fils qu'elle n'avait jamais revendiqué, tout en jugeant les autres femmes pour leurs choix parentaux et leur structure familiale. La preuve la plus accablante était une série de courriels datant de seulement 2 ans, dans lesquels maman exprimait ses regrets d'avoir abandonné David et se demandait si elle devait le contacter directement maintenant qu'il était adulte. Elle avait fait des recherches sur son cabinet d'architecture, trouvé ses profils sur les réseaux sociaux et même fait un jour un tour à Chicago pour voir l'immeuble où il travaillait. Elle était restée de l'autre côté de la rue pendant 1 heure à regarder son fils secret quitter le travail sans jamais trouver le courage de l'aborder. Maman était tiraillée entre son désir de connaître David et sa peur que papa découvre la vérité sur sa filiation. Elle avait choisi de rester secrète, mais elle n'avait jamais cessé de désirer une relation avec le fils qu'elle avait donné pour protéger son mariage des conséquences de son propre adultère. J'ai trouvé les coordonnées de David en moins d'1 heure. Son cabinet d'architecture avait un excellent site web, et il avait été présenté dans plusieurs publications professionnelles au fil des ans. Il était beau, d'une manière qui me rappelait maman plus jeune, avec son menton têtu et sa taille, mais sans la récente prise de poids ni la perte de cheveux de papa. À la fin de la semaine, j'avais rédigé un email soigné expliquant qui j'étais et incluant les copies de tous les courriers que sa mère biologique avait envoyés à ses parents adoptifs au fil des ans. J'expliquais que notre père ignorait tout de son existence, que maman mentait à notre famille depuis plus de 20 ans, et que David méritait de connaître la vérité sur ses origines et les raisons de son abandon. J'ai également mentionné Sarah, expliquant que j'avais récemment perdu mon fiancé et que je traversais une dynamique familiale difficile qui m'avait fait prendre conscience de l'importance de l'honnêteté et d'une relation authentique. Je lui ai dit qu'il avait le choix de contacter directement mes parents, mais que je pensais qu'il méritait de le faire en étant pleinement informé de ses origines. David a fait preuve d'une remarquable pondération face à la situation. Il m'a répondu dans les 2 jours par un courriel attentionné, me remerciant de l'avoir contacté et m'expliquant qu'il avait toujours su qu'il était adopté, mais qu'il ignorait tout de ses parents biologiques. Ses parents adoptifs avaient été honnêtes avec lui sur ses origines, mais avaient respecté le contrat d'adoption fermé et n'avaient jamais partagé les lettres et photos que maman lui avait envoyées au fil des ans. Il a ajouté qu'il s'était toujours interrogé sur sa famille biologique, mais qu'il avait respecté le souhait de ses parents adoptifs de ne pas les contacter avant d'être plus âgé et plus installé dans sa vie. Maintenant qu'il avait une 20aine d'années, une carrière réussie et une petite amie sérieuse, il se sentait prêt à explorer cette partie de son histoire. David était curieux à propos d'Emma et de moi, intéressé à en savoir plus sur notre enfance et notre dynamique familiale. Il a posé des questions réfléchies sur la personnalité de papa et le style parental de maman, essayant de comprendre les personnes qui l'ont créé et les circonstances qui ont conduit à son adoption. Il semblait comprendre que la situation était compliquée et que son apparition soudaine risquait de perturber notre structure familiale. Je lui ai donné l'adresse de notre domicile, l'horaire de travail de maman et la routine typique de papa. Je l'ai également prévenu que notre famille n'était pas particulièrement douée pour gérer les surprises émotionnelles et qu'il devait se préparer à toute une gamme de réactions allant du déni à la colère en passant par la culpabilité. J'ai suggéré qu'il voudrait peut-être d'abord contacter maman en privé, mais il a décidé que les aborder ensemble à la maison serait plus honnête et direct. La confrontation a eu lieu un mardi matin début octobre. Maman prenait son café sur le porche,
lisait sa dévotion quotidienne et essayait probablement de comprendre comment raconter les problèmes juridiques persistants de papa aux voisins lorsqu'une voiture de location s'est arrêtée dans l'allée. David s'est montré grand et mince avec une confiance professionnelle qui l'a immédiatement marqué comme quelqu'un qui avait été élevé avec des avantages et des attentes. Je n'étais pas là pour en être témoin personnellement, mais j'en ai entendu parler plus tard par Madame Henderson d'accent grave côté, qui a tout vu à travers la fenêtre de sa cuisine et était plus qu'heureuse de partager chaque détail avec quiconque voulait bien l'écouter. Maman a laissé tomber sa tasse de café lorsque David s'est présenté, en voyant la céramique se briser contre les marches du porche et pulvérisant du café chaud sur le tapis de bienvenue sur lequel était écrit « Famille bénie ». Le choc initial a rapidement fait place à la panique. Maman a immédiatement commencé à tout nier, affirmant que David se trompait ou était confus, qu'elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant, Emma et moi. Mais David était venu préparé avec des copies de toutes les lettres qu'elle avait envoyées au fil des ans, y compris des photos d'Emma et moi qui ne pouvaient provenir que de sa collection personnelle. Les cris ont commencé lorsque papa est sorti pour voir de quoi il s'agissait. Il avait entendu des voix et avait supposé que c'était l'un des voisins qui venait lui offrir plus de sympathie concernant ses problèmes juridiques. Au lieu de cela, il a trouvé sa femme de 27 ans confrontée à un jeune homme qui ressemblait remarquablement à ses photos de bébé, détenant la preuve d'une tromperie de plusieurs décennies qui l'a amené à remettre en question tout ce que papa pensait savoir sur leur mariage. David a essayé de rester calme et respectueux, expliquant qu'il n'était pas là pour semer le trouble, mais qu'il voulait simplement comprendre ses origines et rencontrer sa famille biologique. Il a souligné qu'il avait eu une belle vie avec ses parents adoptifs et qu'il ne cherchait pas de soutien financier ni n'essayait de perturber la vie de qui que ce soit. Il voulait juste des réponses aux questions qu'il avait posées toute sa vie. Mais papa n'était pas intéressé par une conversation raisonnable. Il avait déjà dû faire face à l'humiliation de son propre scandale, à la perte de son emploi et de sa réputation, et à la tension de vivre sous le microscope de la communauté. La découverte que sa femme lui avait menti pendant plus de 2 décennies, qu'elle avait eu l'enfant d'un autre homme et qu'elle l'avait donné sans jamais le lui dire était plus que ce que son ego déjà fragile pouvait supporter. Les voisins ont commencé à se rassembler alors que la dispute s'intensifiait. La voix de papa résonnait dans la rue calme de la banlieue alors qu'il accusait maman d'être une menteuse et une adultère, d'avoir détruit leur mariage avec des secrets qu'elle avait gardés plus longtemps que certains de leurs voisins n'étaient en vie. Maman a essayé de se défendre, expliquant qu'elle avait essayé de protéger leur famille, que l'affaire s'était produite lors de leur séparation alors qu'elle pensait que leur mariage était terminé. Mais papa n'était pas intéressé par les explications ou le contexte. Il avait bâti toute son identité sur le fait d'être le mauvais parti dans son propre scandale, l'homme bon qui avait fait de mauvais choix, mais qui était fondamentalement différent des gens véritablement immoraux. La découverte que sa femme menait une vie bien plus élaborée que son propre détournement de fonds et son adultère a brisé sa capacité à maintenir ce récit. David se tenait au milieu de leur allée, regardant ses parents biologiques se détruire les uns les autres avec des accusations et des révélations, se demandant probablement s'il avait commis une erreur et tendant la main. La famille qu'il avait imaginé rencontrer n'avait rien à voir avec les personnes professionnelles et stables qu'il avait construites dans son esprit pendant des années à s'interroger sur ses origines. Le soir venu, l'histoire s'était répandue dans notre lotissement comme une traînée de poudre. Maman, qui avait passé des décennies à juger les autres familles pour leurs imperfections, était désormais le sujet de toutes les conversations chuchotées à l'épicerie et de toutes les discussions spéculatives lors des réunions des clubs de lecture. La femme qui a renié son propre fils pour avoir pleuré son fiancé décédé cachait un fils vivant depuis plus de 2 décennies. L'ironie n'a échappé à personne dans la communauté. Maman avait bâti sa réputation sur la supériorité morale et les valeurs familiales parfaites tout en vivant le genre de secret qu'elle aurait condamné chez n'importe qui d'autre. Elle jugeait les femmes divorcées tout en cachant son propre adultère. Il a critiqué les pères absents tout en empêchant un père biologique de connaître l'existence de son fils et a prêché l'honnêteté tout en entretenant des mensonges élaborés pendant 26 ans. Papa a demandé la séparation la semaine suivante. Il s'agissait peut-être d'un détourneur de fonds infidèle faisant l'objet d'accusations criminelles, mais apparemment, même lui avait des normes en matière d'honnêteté dans le mariage. L'homme qui a volé une église et détruit la famille Walsh avec sa liaison égoïste ne pouvait pas tolérer d'être marié à une femme qui lui avait caché un enfant pendant des décennies. La maison a été mise sur le marché en 1 mois. Ni l'un ni l'autre ne pouvait payer les remboursements hypothécaires sur leurs revenus réduits, et ni l'un ni l'autre ne voulait vivre avec le rappel constant de leur tromperie mutuelle. Les voisins qui avaient autrefois demandé conseil à sa mère sur des problèmes communautaires traversaient désormais la rue pour éviter les conversations gênantes sur sa famille décédée. David a essayé de maintenir des relations avec nous tous, mais cela a été compliqué par le drame en cours entre maman et papa.
Il s'était attendu à trouver une famille avec laquelle il pourrait se connecter, peut-être construire des relations lentes au fil du temps. Au lieu de cela, il avait trouvé une famille en plein effondrement, où son existence même servait de munition dans un divorce de plus en plus amer. 3 semaines après le désastre de mon anniversaire, la vie soigneusement construite de ma famille avait complètement implosé. Emma faisait face à des accusations criminelles et vivait dans sa chambre d'enfance, essayant de payer ses frais juridiques avec un emploi dans un café qui ne lui rapportait qu'une fraction de son salaire précédent. Papa dormait dans une chambre de motel et travaillait dans un parking dans la ville voisine, le seul endroit qui pouvait embaucher quelqu'un avec des accusations de détournement de fonds en cours. Maman était seule dans une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre, entourée de voisins qui la considéraient désormais comme une hypocrite et une menteuse, essayant de reconstruire des relations avec 2 fils qui avaient appris qu'ils ne pouvaient pas lui faire confiance. Et j'étais assis dans mon appartement, travaillant méthodiquement sur ma routine quotidienne, sans ressentir absolument rien de tout cela. Le vide était presque pire que la colère. Au moins, la colère était une émotion, le signe que j'étais encore capable de me soucier de quelque chose. L'engourdissement qui m'avait envahi était complet et effrayant dans sa permanence. J'avais obtenu la vengeance que je voulais, détruit les gens qui m'avaient blessé et découvert que rien de tout cela ne ramenait Sarah ni ne me faisait me sentir mieux après sa perte. Au contraire, je me sentais pire. L'homme dont Sarah était tombée amoureuse n'aurait pas fait ce que j'avais fait, aussi justifié que cela paraisse. Sarah croyait au pardon, aux secondes chances, à l'amour des gens dans leurs pires moments. Elle aurait été horrifiée par la cruauté calculée dont j'avais fait preuve envers ma propre famille. Même si elle comprenait pourquoi j'avais été poussé à faire cela. Cela aurait dû être la fin. Justice rendue, leçons apprises, il est temps de comprendre comment vivre avec les conséquences de mes choix. Mais j'avais sous-estimé à quel point les gens deviennent désespérés lorsqu'ils ont perdu tout ce qu'ils pensaient important, et jusqu'où ils iront pour récupérer ne serait-ce qu'une fraction de leur vie antérieure. Ce matin, exactement 5 semaines après qu'ils aient ri de mes larmes à cause du souvenir profané de Sarah, je me suis réveillé au son de quelqu'un qui crochetait la serrure de ma porte d'entrée. Sans le détruire avec une urgence désespérée, sans frapper frénétiquement et implorant grâce, mais en essayant de crocheter la serrure comme s'ils se faufilaient dans leur propre maison. Le son était subtil mais distinct, le frottement du métal contre le métal, le léger cliquetis des épingles manipulées, le juron presque inaudible lorsque la main de quelqu'un glissait. J'avais installé de meilleurs verrous après la première semaine de ma campagne de vengeance. Mais ceci n'était pas conçu pour éloigner les membres déterminés de la famille qui avaient regardé trop de films d'espionnage et pensaient que le crochetage était plus facile qu'il ne l'était en réalité. J'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Les seules personnes assez arrogantes pour entrer par effraction chez moi étaient les mêmes qui avaient trouvé drôle de se moquer de mon fiancé décédé lors d'un dîner d'anniversaire, qui avaient supposé que j'accepterais leur cruauté et que je continuerais à revenir pour d'autres réunions de famille où ils pourraient continuer à utiliser ma douleur comme divertissement. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, pieds nus, silencieux sur le parquet. Par le Judas, je pouvais les voir tous les 3. Emma avec ses cheveux mal lavés et ses cernes sous les yeux qui témoignaient de nuits blanches passées à s'inquiéter des peines de prison et de la faillite. Papa dans une chemise froissée qui semblait avoir dormi dedans pendant plusieurs jours. Et maman serrait son sac à main comme s'il contenait les derniers restes de sa dignité. Ils ont finalement réussi à ouvrir la porte. J'avais vraiment besoin de mettre à niveau mon système de sécurité et je suis tombé sur mon salon comme un trio de cambrioleurs désespérés. Sauf qu'au lieu d'essayer de voler ma télévision ou mon ordinateur portable, ils voulaient voler leur vie ruinée pour annuler d'une manière ou d'une autre les conséquences des choix qu'ils avaient faits bien avant que la colère ne touche un clavier. La lumière du soleil matinal qui coulait à travers mes fenêtres capturait la poussière qu'ils avaient soulevée avec leur entrée maladroite, créant une toile de fond presque éthérée pour ce qui était sur le point d'être la réunion de famille la plus pathétique de l'histoire. Ils se tenaient là dans mon espace de vie comme des intrus, ce qu'ils étaient, je suppose, regardant autour d'eux mon appartement bien rangé avec des expressions allant de l'espoir désespéré à la panique à peine contenue. « Nous savons que c'était toi », dit Emma sans préambule, sa voix tremblante d'épuisement et de désespoir. Fini la femme confiante qui m'avait remis cette horrible photo il y a à peine 5 semaines. À sa place se tenait quelqu'un qui avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 semaines. Ses vêtements de créateur remplacés par des basiques de magasins discount. Sa manucure parfaite a poussé et s'est écaillée. Tout cela. Les conseils à mon patron. Le truc avec Marcus. L'enquête du fisc. Les affaires d'église de papa. La situation de maman. Nous savons que vous avez fait ça. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine,
toujours en train d'enregistrer, et je me suis servi une tasse de café avec les mains délibérément fermes. La normalité de l'action, le poids familier de la tasse, la vapeur s'élevant du liquide sombre, le gargouillis silencieux de la cafetière semblaient surréalistes dans le contexte du désespoir de ma famille. Bonjour à toi aussi, Emma. Papa, maman. J'ai pris une longue gorgée et les ai regardés par-dessus le bord. Comment es-tu entré chez moi? Ne jouez pas à des jeux avec nous. Papa grogna, mais il avait l'air plus vaincu que fâché. L'homme qui m'appelait la femme de la relation implorait maintenant pitié du fils. Il la qualifiait de faible et d'émotif. Son visage avait disparu du stress et d'une mauvaise alimentation. Son apparence habituellement soignée fut remplacée par l'air négligé de quelqu'un qui ne se souciait plus de préserver les apparences. Nous avons besoin que vous répariez ça. Réparer quoi exactement? Ai-je demandé en m'installant dans mon fauteuil préféré comme si nous discutions agréablement en famille des projets du week-end au lieu de discuter de la destruction systématique de leur vie. Le cuir était doux et familier contre mon dos. Un petit réconfort dans un moment qui semblait à la fois inévitable et surréaliste. Vos accusations de détournement de fonds. Les problèmes fiscaux d'Emma. Le fils secret de maman, 26 ans. Maman s'avança, le visage pâle, mais sa voix aussi ferme que lorsqu'elle essayait de garder le contrôle dans une situation impossible. C'était le même ton qu'elle avait utilisé pour expliquer aux voisins pourquoi papa s'absentait de ses devoirs religieux ou pourquoi Emma avait décidé d'explorer de nouvelles opportunités de carrière. Le ton de quelqu'un habitué à transformer les catastrophes en récits acceptables. Nous avons commis une erreur. Une erreur? Le mot est sorti plus clairement que je ne l'avais prévu. Tranchant l'air du matin comme une lame. 25 ans à ravaler ma colère. D'être le fils accommodant qui a absorbé leur cruauté occasionnelle. Et ce seul mot portait le poids de chaque insulte, de chaque licenciement, de chaque moment où il m'avait donné l'impression que j'étais le problème dans notre dynamique familiale. Vous voulez dire comme retoucher accidentellement mon fiancé mort pour en faire une image de l'enfer? Ou en me disant par erreur que je n'étais plus votre fils parce que j'ai pleuré sur sa tombe? Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils n'avaient pas de réponse à cela parce qu'il n'y avait pas de réponse. Ce qu'ils avaient fait n'était pas une erreur. C'était un choix délibéré d'utiliser mon chagrin comme arme pour leur divertissement. Ils m'avaient vu au plus bas et avaient décidé que c'était le moment idéal pour me donner un coup de pied pendant que j'étais au plus bas. Nous essayons de t'aider à avancer, dit Emma, sa voix basse au lieu de cruelle. La transformation a été remarquable. La femme qui avait éclaté de rire hystérique face à ma douleur ressemblait maintenant à une enfant essayant d'expliquer pourquoi elle avait cassé quelque chose de précieux. Tu étais tellement déprimé, tellement coincé dans le passé. Nous avons pensé que nous pourrions vous choquer en profanant la mémoire de Sarah. Je me levai brusquement et tous les trois firent involontairement un pas en arrière. C'était une petite satisfaction de les voir reculer devant leur fils et leur frère qu'ils avaient passé des années à traiter comme s'ils étaient inoffensifs. À force de rire de mon chagrin en faisant des blagues sur ma douleur, la tasse à café tremblait légèrement dans mes mains. Le seul signe extérieur de la rage qui commençait enfin à dissiper l'engourdissement dans lequel je vivais depuis des semaines. Le visage de Sarah m'est venu à l'esprit. Pas la version entourée de flammes tordues qu'Emma avait créée, mais la vraie Sarah, la femme qui m'avait tenu lorsque je pleurais après des journées de travail particulièrement difficiles, qui n'avait jamais suggéré une seule fois que mes émotions me rendaient faible ou moins un homme. Nous ne savions pas que tu ferais ça, murmura maman, son sang-froid soigneusement maintenu commençant enfin à se fissurer. Nous ne savions pas que vous pouviez faire ça. Et voilà, la vraie vérité derrière toutes leurs excuses désespérées et leurs explications creuses. Ils ne s'étaient pas excusés parce qu'ils avaient réalisé que leur cruauté était mauvaise. Ils s'excusaient parce qu'ils avaient découvert que je n'étais pas aussi impuissant qu'ils le pensaient. Ils avaient passé 25 ans à me considérer comme un membre calme et inoffensif de la famille qui absorbait leurs abus et revenait sans cesse pour en savoir plus. N'imaginez jamais que les personnes calmes peuvent être les plus dangereuses lorsqu'elles sont poussées trop loin. Tu n'as jamais pris la peine de savoir qui j'étais vraiment. Dis-je en posant la tasse de café avec un soin délibéré. Pour vous, je n'étais qu'une cible commode pour vos frustrations. Le membre de la famille qui ne riposterait pas, qui accepterait la cruauté que vous lui infligeriez et qui se présenterait quand même aux vacances et aux anniversaires comme si de rien n'était. Papa bougea inconfortablement, ses yeux parcourant mon appartement comme s'il cherchait des issues de secours. Nous sommes une famille, dit-il, mais les mots lui paraissaient creux, même à ses yeux. La famille se pardonne. La famille? J'ai répété le mot comme s'il était étranger,
Ce qui était le cas à bien des égards. Est-ce ainsi que vous appelez les gens qui se moquent de votre chagrin? Qui a transformé votre fiancé mort en punchline? Qui a menacé de vous renier parce que vous aviez des émotions? S'il te plaît, dit papa. Et l'entendre mendier était presque surréaliste. L'homme qui avait bâti son identité sur le respect de la communauté, qui avait prêché l'intégrité tout en volant dans sa propre église, en était désormais réduit à plaider auprès du fils qu'il avait passé des années à renvoyer. Ma réputation est détruite. Je ne trouve de travail nulle part dans le comté. Les gens de l'église ne me regardent même pas quand nous passons dans la rue. Je vis dans un motel qui facture à leur équissant la cigarette. En désespoir de cause, Emma risque la prison. Ajouta maman désespérément, sa voix prenant le côté frénétique de quelqu'un qui n'avait plus d'option. Accusation fédérale pour évasion fiscale. Tout son avenir est ruiné. Elle ne peut être embauchée nulle part à cause de la publicité. Elle a 28 ans et sa vie est belle et bien finie. Et je suis complètement seule, continua maman, sa voix se brisant d'une véritable émotion pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés par effraction dans mon appartement. 27 ans de mariage terminés. David ne répondra pas à mes appels. Il dit qu'il a besoin de temps pour tout comprendre, mais je pense qu'il a réalisé que sa famille biologique est un désastre et qu'il ne veut rien avoir à faire avec aucun d'entre nous. Les voisins ne me parlent pas. J'ai perdu mon emploi à l'agence immobilière parce que le scandale a eu une mauvaise image de l'entreprise. Je n'ai pas les moyens de payer la maison et je n'ai nulle part où aller. J'ai regardé chacun d'eux, j'ai vraiment regardé, et j'ai vu ce que j'avais accompli en 5 semaines de destruction méthodique. Emma, qui avait autrefois été si fière de sa vie parfaite qu'elle s'était sentie en droit de se moquer de ma tragédie, avait maintenant les yeux creux et brisés, confrontée à la possibilité d'une prison fédérale pour des crimes qui semblaient si intelligents lorsqu'elle les commettait. Papa, qui avait bâti toute son identité sur le respect et l'admiration de la communauté, était désormais un paria social dont le nom était devenu synonyme d'hypocrisie et de trahison. Maman, qui avait prospéré en jugeant les autres familles tout en conservant sa propre image de supériorité morale, était désormais l'objet du jugement et des spéculations de tous les autres. Il recevait exactement ce qu'il méritait et je ne ressentais rien. L'engourdissement qui m'avait envahi quelques semaines auparavant restait inchangé par leur souffrance. Au contraire, leur désespoir n'a fait que souligner à quel point ils comprenaient peu les conséquences et la responsabilité. Ils voulaient que je résolve leurs problèmes sans reconnaître que leurs problèmes étaient le résultat direct de leur propre choix. Que veux-tu de moi? J'ai demandé, sincèrement curieux de savoir ce qu'ils pensaient que je pourrais ou ferais pour les aider. Arrête ça, dit Emma, les larmes coulant sur son visage d'une manière qui aurait pu m'émouvoir il y a 5 semaines avant que j'apprenne que les larmes de crocodile n'étaient qu'une autre forme de manipulation. Quoi que vous prévoyiez ensuite, quelles que soient les autres chaussures qui sont sur le point de tomber, arrêtez-le. Nous ferons n'importe quoi. N'importe quoi, répétais-je. Marchez jusqu'à la fenêtre et regardez la scène tranquille du samedi matin. Des voisins promènent leurs chiens, des enfants font du vélo, des familles chargent des voitures pour des aventures le week-end. Des gens normaux vivant une vie normale, épargnés par le drame qui avait consumé ma famille. Comme quoi? C'est comme s'excuser pour ce cadeau d'anniversaire. C'était comme reconnaître que Sarah était une vraie personne qui méritait le respect. C'est comme admettre que le chagrin n'est pas une faiblesse. Oui, dit rapidement maman, sautant sur ce qu'elle considérait comme une ouverture. Tout ça. Nous avions tort. Nous étions cruels. Nous sommes désolés. Mais leurs excuses semblaient aussi creuses que moi. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir blessé. Ils étaient désolés de s'être fait prendre. Ils ne s'excusaient pas parce qu'ils avaient réalisé que leur cruauté était mauvaise. Ils s'excusaient parce que cela avait eu des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues. Voici le problème, dis-je en me retournant pour leur faire face. La lumière du matin derrière moi projetait mon ombre à travers la pièce et j'ai remarqué qu'ils évitaient tous de me regarder directement. Vous m'avez appris quelque chose d'important il y a 5 semaines. Vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de sang, d'histoire commune ou d'obligation. Il s'agit de respect et de gentillesse et de se montrer mutuellement présent lorsque les choses deviennent sombres. Je me suis rapproché d'eux, remarquant à quel point ils se blottissaient inconsciemment les uns contre les autres comme des enfants confrontés à une punition. Vous avez échoué de façon spectaculaire au test. Nous pouvons faire mieux, dit papa désespérément. Nous pouvons être meilleurs. Donnez-nous simplement une chance de le prouver. La façon dont tu m'as donné une chance de faire mon deuil. La façon dont tu t'es montré pour moi quand j'étais en difficulté.
La façon dont tu as respecté la femme que j'aimais. Ma voix devenait plus faible au lieu de plus forte, ce qui semblait les effrayer plus que des cris ne l'auraient fait. La façon dont tu m'as soutenu pendant la pire période de ma vie. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre qui ne pouvait être comblé par des excuses ou des promesses. Je ne prévois rien d'autre, dis-je finalement, et je vis le soulagement apparaître sur leur visage avant de continuer. Les problèmes juridiques de papa sont de sa propre faute. Vous pourriez utiliser vos compétences en informatique pour faire disparaître une partie de cela. Réparer nos rapports de solvabilité, supprimer une partie de la couverture en ligne, peut-être même. Vous voulez que je commette des crimes pour nettoyer les dégâts que vous avez causés avec vos crimes? Non, répondis-je, et le mot me parut définitif d'une manière qui me surprit. Vous avez dit très clairement il y a 5 semaines que je ne suis pas votre famille à moins que je remplisse vos conditions. À moins que je ne pleure votre chronologie, à moins que je devienne la personne que vous pensez que je devrais être au lieu de la personne que je suis réellement. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris, laissant l'air frais du matin entrer dans l'appartement. Cela sentait la liberté, la possibilité, le premier jour d'une vie que j'étais enfin prêt à construire selon mes propres conditions. Je veux que tu partes. Je veux que tu retournes dans les chambres de motel, les chambres d'enfance et les maisons vides dans lesquelles tu vis actuellement. Et je veux que vous réfléchissiez au genre de personne que vous êtes. Pensez vraiment. Ils n'ont pas bougé immédiatement, s'accrochant toujours à l'espoir de pouvoir se sortir des conséquences auxquelles ils étaient confrontés. Mais j'en avais fini de parler, d'expliquer, d'essayer de leur faire comprendre quelque chose qu'ils étaient fondamentalement incapables de saisir. La personne qui m'a remis cette photo de Sarah, ai-je continué, ma voix ferme malgré les émotions qui évoluaient sous la surface. La personne qui m'a dit de me relever, la personne qui m'a traité de femme parce que je pleurais, ces gens me sont étrangers. Ce sont des gens avec qui je ne choisirais pas de passer du temps si je les rencontrais au travail ou dans un cadre social. La seule raison pour laquelle j'ai toléré leur cruauté pendant 25 ans, c'est parce que je pensais que les liens du sang signifiaient quelque chose. Tu es toujours notre famille, dit Emma désespérément, comme si le répéter rendrait cela vrai. La famille ne se moque pas de la douleur la plus profonde de chacun, ai-je dit. La famille ne transforme pas la tragédie en divertissement. La famille ne menace pas de se renier pour avoir des émotions humaines. La famille ne rit pas des larmes versées pour quelqu'un que vous aimiez plus que votre propre vie. Les mots flottaient dans l'air du matin entre nous, portant le poids de 25 ans de souffrance et de déception accumulés. J'avais passé si longtemps à essayer d'être le fils et le frère qu'il voulait que j'avais oublié de me demander s'il méritait mes efforts. Sarah était plus une famille pour moi en 2 ans qu'aucun d'entre vous ne l'a été en 25, dis-je, et la vérité m'a frappé comme une force physique. Elle connaissait mon film préféré, ma commande de café, la façon dont je fronce le nez quand je réfléchis sérieusement à quelque chose. Elle a laissé des notes dans mon déjeuner et m'a apporté de la soupe quand j'étais malade et m'a tenu dans ses bras quand je faisais des cauchemars de la perdre, ce qui s'est avéré prophétique, n'est-ce pas? Je pouvais les voir échanger des regards, se demandant probablement si j'étais en train de faire une sorte de dépression. Mais je ne me suis jamais senti aussi lucide de ma vie. Elle aurait été horrifiée par ce que je t'ai fait, ai-je admis, parce que l'honnêteté me paraissait importante comme elle ne l'avait pas été depuis des semaines. Sarah croyait au pardon, aux secondes chances et à l'amour des gens dans leurs pires moments. Elle m'aurait dit que la vengeance ne guérit pas le chagrin, que détruire les autres ne ramène pas ceux qu'on a perdus. J'ai regardé ma famille, mon ancienne famille, debout devant ma porte comme des enfants perdus qui avaient enfin réalisé qu'ils avaient des ennuis. Mais Sarah n'est pas là pour me guider dans cette démarche. Elle n'est pas là parce qu'un chauffard ivre l'a emmenée un mardi soir pluvieux. Et quand j'avais besoin que les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement m'aident à surmonter cette perte, tu as choisi la moquerie plutôt que la compassion. Nous pouvons changer, répéta papa une fois de plus. Mais même lui avait l'air de ne pas y croire. Peut-être que vous le pouvez. J'ai accepté. Mais tu devras le faire sans moi. J'en ai fini d'être le membre de la famille qui est traité comme une cible pratique et qui est censé revenir pour en savoir plus. J'en ai fini de prétendre que la génétique partagée l'emporte sur la décence humaine fondamentale. Ils sortirent lentement, les épaules affaissées par la défaite et l'épuisement. Emma s'arrêta sur le seuil, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être un véritable regret pour la première fois depuis le début de tout ce cauchemar. Je suis vraiment désolée pour la photo, dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. C'était cruel et stupide, et je savais que ça te ferait du mal. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle. Oui, répondis-je.
Et je le pensais. Vous l'avez fait parce que vous le pouviez. Parce que tu pensais que je le prendrais et que je reviendrais pour d'autres dîners de famille où tu pourrais continuer à utiliser ma douleur comme divertissement. Tu l'as fait parce que tu ne m'as jamais vu comme une vraie personne avec de vrais sentiments. J'étais juste le punching ball familial pratique qui ne riposterait pas. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais elle ne discuta pas parce que nous savions tous les deux que c'était vrai. Et toi, dis-je en regardant papa. Vous m'avez traité de faible pour avoir pleuré la femme que j'aimais pendant que vous voliez votre église et trompiez votre femme. Vous vous êtes moqué de mes larmes tout en vivant un mensonge qui aurait détruit notre famille si je ne l'avais pas dénoncé en premier. Papa ouvrit la bouche pour se défendre, puis la referma. Quelle défense pourrait-il y avoir? Et toi, dis-je à maman, tu as menacé de me renier pour avoir eu des émotions en cachant un fils pendant 26 ans. Vous avez jugé les autres familles pour leurs imperfections tout en vivant le plus grand mensonge de tous. Le visage de maman s'est froissé, mais je n'ai rien senti en la regardant pleurer. La femme qui m'avait élevé, qui avait embrassé mes genoux écorchés, préparé des repas pour l'école et m'avait appris à faire du vélo, avait aussi été la femme qui avait regardé mon chagrin et vu la faiblesse au lieu de l'amour. Après leur départ, je suis resté longtemps devant ma porte, respirant l'air pur du matin et écoutant les bruits de la vie normale du samedi qui se déroulait autour de moi. Les chiens aboient, les enfants rient, les voitures démarrent pour les courses du week-end. Le monde continue de tourner malgré le fait que ma famille vient d'imploser complètement. Et finalement, j'ai fermé la porte et me suis dirigé vers ma cuisine où je me suis servi une nouvelle tasse de café et je me suis assis à la table où j'avais mangé d'innombrables repas seul depuis la mort de Sarah. Le silence semblait différent maintenant, non plus vide ou oppressant, mais paisible. Pour la première fois depuis des mois, je ne portais plus le poids des attentes des autres ni le fardeau d'entretenir des relations qui m'empoisonnaient lentement depuis des années. Mon téléphone a sonné avec un SMS. David, mon frère secret, me demande si je veux qu'on se retrouve pour déjeuner plus tard dans la semaine. Il avait essayé de maintenir des relations avec nous tous malgré le chaos provoqué par son apparence, mais il avait finalement accepté que maman et papa étaient trop absorbés par leur propre drame pour se concentrer sur l'établissement d'un lien sain avec un fils qu'ils n'avaient jamais connu. J'ai répondu par SMS que j'aimerais beaucoup cela, puis j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le docteur Martinez, le conseiller en deuil. J'avais arrêté de voir il y a 3 mois quand je pensais que j'allais mieux. Il était peut-être temps de rentrer. Il était peut-être temps de trouver un moyen de reconstruire une vie qui ne tournait pas autour de ma perte ou de ma colère. Il était peut-être temps d'apprendre à être le genre de personne que Sarah croyait que je pouvais être, même lorsque ma famille m'avait complètement abandonné. Le soleil était désormais pleinement levé, pénétrant à travers mes fenêtres et réchauffant l'appartement qui était devenu à la fois ma forteresse et ma prison au cours des 5 dernières semaines. C'était samedi matin et pour la première fois depuis des années, je n'avais aucune obligation familiale, aucune visite forcée, aucune obligation filiale à accomplir. C'était comme de la liberté plutôt que de la solitude. J'ai appelé le docteur Martinez et laissé un message vocal demandant un rendez-vous. Ensuite, j'ai appelé mon patron et lui ai demandé de prendre des vacances pour régler des problèmes familiaux. Il était compréhensif, à l'instar des bons managers lorsque des employés appréciés ont besoin d'espace pour gérer une crise personnelle. L'ironie n'a pas échappé à moi ni à mes collègues de travail. Les gens qui me connaissaient depuis seulement 3 ans avaient fait preuve de plus de compassion et de soutien pendant mon deuil que la famille qui m'avait élevé. Ils avaient envoyé des fleurs aux funérailles de Sarah, m'avaient donné de l'espace pour gérer ma perte, n'avaient jamais suggéré que je devais m'en remettre ou passer à autre chose plus vite que ce qui me paraissait naturel. La vraie famille, je commençais à comprendre, n'était pas une question de génétique partagée, de souvenirs d'enfance ou de traditions de vacances. Il s'agissait de se montrer les uns envers les autres avec gentillesse, respect et attention sincère. Mes proches parents avaient échoué à plusieurs reprises au test, mais d'autres personnes dans ma vie l'avaient réussi sans même essayer. Après avoir raccroché après avoir laissé des messages, je me suis dirigé vers ma chambre et j'ai sorti la boîte à chaussures où je gardais mes photos préférées de Sarah. Pas la version horrible et profanée qu'Emma avait créée, mais les vraies photographies qui montraient qui elle avait réellement été. Sarah à la plage, plissant les yeux face au soleil et riant de quelque chose que j'avais dit à propos de sa terrible technique d'application de crème solaire. Sarah à Noël portant le pull ridicule en forme de reine que je lui ai